Ce soir, on va parler de l'histoire un peu des images spatiales, parce que derrière toutes les images que vous voyez, il y a toute une histoire en fait. Donc j'ai fait un gros travail de tri, de sélection, et j'espère que mon propos vous intéressera. Alors en fait, il faut vous dire que avant le XXe siècle, les gens n'avaient pas conscience dans le grand public enfin, d'une perspective cosmique ou spatiale, comme on dirait aujourd'hui, euh, de leur environnement. Ils voyaient la Lune dans le ciel, c'est ça, et puis et les saisons, et puis mais ils ne se projetaient pas dans ce qu'il y avait derrière, enfin dans les étoiles, le ciel, etc. Le grand public en tout cas. Les astronomes oui, mais les astronomes ne communiquaient pas beaucoup au grand public. Le grand basculement, ça a été la guerre des mondes de Wells. Parce que quand Wells a publié sa guerre des mondes, ça a été un véritable basculement dans l'esprit du public. Le public s'est enthousiasmé pour ça et a découvert qu'il pouvait y avoir des terres en dehors de la Terre et qu'on pouvait changer de perspective et voir un peu ce qui se passait ailleurs et regarder la Terre avec d'autres yeux. Alors, le premier de ces grands précurseurs, enfin, qui a dessiné un peu le ciel pour le grand public, c'est Étienne Léopold Trouvelot, qui est un Français, qui a émigré aux États-Unis, qui a commencé à dessiner pour des astronomes et des observatoires des visions du ciel. Alors, selon nos critères d'aujourd'hui, c'est pas aussi extraordinaire que ça, ce sont des dessins, mais il faut vous imaginer qu'à l'époque, c'était révolutionnaire, parce que les gens ont découvert Saturne avec les anneaux par le truchement, ou des cratères de la Lune par le truchement de dessins faits par Étienne Trouvelot, qui publiait un peu aux États-Unis dans les journaux. Et donc, ça a été un peu une découverte pour les Américains. En France, à la même période, c'est Camille Flammarion, dont vous avez entendu parler, avec son fameuse astronomie populaire et les terres du ciel, qui a commencé à donner au grand public le goût d'une perspective différente. C'est-à-dire qu'on était en dehors de la Terre et on voyait l'univers à partir d'autres corps célestes que la Terre. Voilà, donc ça donnait des vues comme ça, qui étaient révolutionnaires. Saturne vu depuis un satellite par exemple, ou la Lune, enfin la Terre vue depuis la Lune, c'était vraiment, les gens ont été absolument sidérés par ça. Aujourd'hui ça vous paraît vraiment pas très si intéressant que ça, mais il faut vous mettre dans l'esprit des gens il y a 150 ans. Lucien Rudeau, alors lui, il a, on va dire, entre les deux guerres, il a déjà fait des dessins un peu plus propres, on va dire, pour l'imagination, et surtout, il a fait comprendre aux gens que, par exemple, il a fait des expérimentations, par exemple, que les montagnes lunaires ne sont pas forcément des pics très hauts comme on l'imaginait, vous voyez, un peu comme ce qu'il y avait avant, mais ça pouvait être surtout des dômes arrondis et qu'avec une lumière rasante, ça pouvait faire l'illusion d'avoir des pics. Et c'est lui qui a commencé à représenter, vous voyez, des essais de ce qu'on pouvait voir, comment on pouvait imaginer d'être, par exemple, sur la Lune, ou comment on pouvait imaginer d'être sur Mercure, ou comment on pouvait imaginer d'être à côté d'autres planètes. Voilà. Donc voilà, par exemple, Mars vu depuis son satellite Deimos. Voyez. Donc c'est très nouveau encore. Voilà, par exemple, Saturne vu d'un des satellites glacés. Voilà. Alors ensuite, après la Seconde Guerre mondiale, on n'était toujours pas allé dans l'espace. Les gens, une nouvelle génération, celle de la guerre, rêvait de nouvelles frontières. Donc globalement, les deux grandes frontières de l'après-guerre, c'était la colonisation des océans et la colonisation de l'espace. Chesley Bonestell, dont vous avez bien sûr forcément entendu parler si vous vous intéressez un petit peu à l'espace, a été le grand illustrateur de cette période. Donc il a illustré beaucoup de magazines, il a enthousiasmé les jeunes générations, et en particulier il a été illustrateur patenté de Time Life pour montrer les merveilles de l'univers au grand public et les faire rêver. Alors voilà, par exemple, l'illustration d'un débarquement sur Mars, ça c'est le projet de Von Braun de 1947, ça a été illustré par Chesley Bonestell.
Voilà, par exemple, 2 images. Par exemple, là, vous avez une vision depuis un satellite de Jupiter. Voilà, on voit à gauche une vue de Jupiter depuis un satellite, et puis à droite, on voit une vue de Mars prise depuis Phobos. Voilà, par exemple, alors publié dans Time Life, voilà, par exemple, une vue célébrissime de Saturne, vue depuis son satellite Mimas. Donc, vous voyez, c'est spectaculaire, et ça fait vraiment rêver les gens. Bon, alors, je vous ai mis l'image, hein, voilà, qui, on dit, a fait 1 million de vocations, au moins. Ah, c'est Saturne vu depuis Titan. Donc, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui connaissent cette célébrissime peinture, si? Vous l'avez déjà vue? Oui? Bon, certains l'ont vue. Elle a été publiée, republiée, etc. Elle est d'une simplicité remarquable. C'est rien, quoi. C'est un croissant de Saturne avec un anneau, avec un premier plan, une perspective, et voilà. Et ça y est, on est parti dans l'espace. Et ça a fait beaucoup de vocations. Beaucoup de gens qui ont vu cette image, dont moi, je fais partie de ceux-là aussi, mais pas que, hein, des gens de la NASA, des gens au JPL, des étudiants, etc., ont vu cette image-là et ça les a marqués à vie. Hein. Donc, c'est vraiment une image marquante. Ensuite, il y a Lützepp Pesek. Alors lui, c'est le grand illustrateur de National Geographic. Alors, parce que la NASA montrait des bouquins, faisait des bouquins, le Time Life donnait des illustrations, et Lützepp Pesek, pareil, on n'avait pas de vue spatiale, et donc lui, il a illustré pour National Geographic. Et donc, ça a donné ces numéros. Moi, j'en ai un à la maison, là, j'ai celui-là, là, le Voyage to the Planet, qui est illustré par lui. Même encore aujourd'hui, c'est un bonheur à feuilleter. Parce que c'est pareil, vous voyez, c'est une mise en scène très simple. Voilà, une planète, son anneau, un vague soupçon d'atmosphère autour d'un satellite glacé, ça y est, vous êtes transporté. Vous voyez, vous êtes ailleurs déjà. Et c'est vraiment génial comme transposition. Voilà des vues de Lützepp Pesek. Voilà. Ah, vous voyez que c'est simple, mais c'est beau, et il n'y a rien de plus. Même commenter, c'est abîmer l'œuvre. Vous voyez, il n'y a rien de plus à dire. Alors Pierre Mion a fait beaucoup d'illustrations pour National Geographic, et il a aussi fait des illustrations pour la NASA. Alors lui était donné plus dans la technique, dans le spatial, et donc il a été le grand illustrateur des missions Apollo. Voilà. Les grandes illustrations de Pierre Mion, que vous avez forcément dû voir dans des revues, publiées dans des bouquins. Parmi vous, je pense qu'il y en a qui les ont vues, ces illustrations. Alors Robert McCall, alors lui, c'est le grand illustrateur de la NASA, et il a fait surtout très connu pour ses fresques au National Air and Space Museum à Washington. Est-ce que certains parmi vous ont été à Washington, au Air and Space Museum? Oui? D'accord, vous les avez vus. On les restaure régulièrement, mais c'est spectaculaire, voilà. Donc, et puis il a fait alors des illustrations pour la NASA pour expliquer les programmes futurs à l'époque, dans les années 60. Vous voyez, donc ici on a une mission vers Mars, Mars Excursion Module, qui décolle à l'horizon, avec les tenues des astronautes des années 60. Et puis ici, on a une ébauche de la navette spatiale, telle qu'elle était conçue à l'origine, c'est-à-dire 2 avions l'un sur l'autre. Et puis, c'est le grand illustrateur de 2001, l'Odyssée de l'espace. Voilà. En 68. Et puis, par exemple, une illustration très connue, Apollo 13. Comme Apollo 13, il ne pouvait pas y avoir d'image, c'est lui qui, en catastrophe, alors que les journalistes réclamaient « et moi, qu'est-ce que je peux donner à mon journal ?» Il a vite crobardé ça à toute vitesse. Et il a fait, c'est vrai, en 8 heures, il a fait ce tableau. Qui dramatise un peu. On voit 2 astronautes qui s'éclairent à la lampe torche dans le LEM, et on voit le module de commande plongé dans le noir, et le module de service avec un panneau qui est éjecté par la force de l'explosion. Voilà. Alors voilà les fresques, celles du National Air and Space Museum, voilà à quoi ça ressemble. Alors là, je vous ai mis en fait une liste qui se veut pas exhaustive. Je vous ai mis en jaune
donc tous ceux qui ont été dans la grande lignée de ces peintres, qui nous ont assez enthousiasmés, donc Bruce Bond, Howard Butler, Paul Kahl, Michel Carroll. Alors je vous ai mis en jaune les Français, parce qu'il y a quelques Français quand même qui émergent, donc David Ducrot, ensuite Don Davis, David Edge, Bob Eggleton, David Hardy, James Hervat, William Hartmann. C'est William Hartmann qui a fait cette vue-là de Jupiter vue depuis Europe. Pamela Lee, John Lundberg, Manchu, qui travaille beaucoup, par exemple, qui a fait beaucoup d'illustrations pour de la science-fiction, des bouquins de science-fiction, qui a fait aussi beaucoup d'illustrations pour le ciel et l'espace. Mourad Cherfi, qui fait beaucoup d'illustrations aussi pour la revue L'Astronomie de la SAF. Puis ensuite, Ron Miller, Pierre Mion, Marc Paternostro, Kim Poor, Pat Rawlings, Aldo Schaller, Rick Stenbach, etc. Donc c'est des gens que vous avez dû forcément côtoyer en regardant leurs œuvres publiées, soit dans des revues d'astronomie, soit dans des bouquins illustrant l'astronomie. Alors, maintenant, on va parler d'espace habité. Alors, l'espace habité, en fait, aujourd'hui, vous avez une profusion d'images. Parce que sur Internet, vous voyez tout globalement pris en direct, vu par les astronautes eux-mêmes, ils prennent des photos. Il faut vous imaginer que avant la naissance d'Internet, il n'y avait pas tant de photos publiées, et certaines ont été beaucoup plus marquantes que d'autres. Donc moi, j'ai compté 55 images qui ont marqué vraiment ces 40 dernières années, on va dire. Il y aurait pu en avoir 60 ou 50, mais enfin, bon, j'ai fait un tri, et vous allez voir les 55, et elles ont toute une histoire. Alors, les Mercury 7, donc, sont des photos toutes que certains parmi vous, les plus anciens, connaissent, et d'autres, les plus jeunes, n'ont pas vraiment vu. Mais c'est pas grave. Le Mercury 7, parce qu'elle symbolisait la conquête de l'espace par les Américains, qui, à l'époque, n'avaient envoyé aucune fusée dans l'espace, mais ils avaient sélectionné des astronautes. Ils avaient envoyé quelques missiles dans l'espace, mais pas vraiment, enfin, en tout cas, aucun astronaute dans l'espace. Mais la sélection des astronautes, ce côté humain, a fait que cette personnalification de la conquête spatiale par des astronautes, en les voyant en tenue cosmonaute, a enthousiasmé l'Amérique. Alors ce cliché a aujourd'hui rien d'extraordinaire, mais ça a fait beaucoup rêver les Américains qui se voyaient eux-mêmes dans les combines des astronautes et qui vivaient par astronautes interposés cette conquête de l'espace. Les seules rares photos qu'il y a eu de la conquête russe, parce que les Russes ne donnaient quasiment jamais de photos ni de films, c'est Yuri Gagarin. Pardon ? Ah, c'est Léonov, pardon, exact. Oui, pardon. Et vous avez raison, c'est Léonov. C'est une bêtise. Oui, exact. Oui. Je ne sais pas pourquoi j'ai marqué Gagarin, c'est Léonov, absolument. Et en fait, les Russes donnaient quasiment jamais d'images. Bon. Et donc, en fait, il fallait faire. La presse faisait avec ce qu'ils avaient. Donc, les Russes, en fait, annonçaient dans la presse des exploits, et puis il fallait faire avec des annonces de presse sans beaucoup d'images, d'autres que des commentaires. Quand Shepard est parti dans l'espace, il a fait son saut de puce. L'Amérique, c'était un saut de puce qui a duré un quart d'heure. L'Amérique a retenu le décollage lui-même de sa fusée et le fait qu'il a été ramené sain et sauf. Et c'est Time Life, bien sûr, qui a couvert l'événement. Donc en fait, les deux images que les gens ont vues, c'est le saut de puce, le décollage de la fusée et l'atterrissage, enfin l'amérissage, puisque finalement il y avait vraiment rien d'autre. Il n'y avait pas vraiment de prise de photographie prise pendant le vol. Donc à elles seules, ces deux photos symbolisent une première victoire de l'Amérique. Alors, le vol de Gemini 4 avec le premier Américain dans l'espace, ça a été, si vous voulez, il y a deux vues principalement qui ont été montrées. Il y a une vue au fisheye, on le voit s'éloigner un peu, avec une terre derrière, et puis la vue très très connue à droite. Et puis les gens n'ont pas vraiment vu autre chose. Il faut savoir qu'à l'époque, ils ne faisaient pas tant de photos que ça. Elles étaient très vite développées, données en catastrophe, et puis ensuite on passait à autre chose. Alors pourquoi est-ce qu'on passait à autre chose? C'est que pour l'Amérique,
il faut savoir que l'espace n'est... Alors là, on est réunis pour l'espace parce qu'on en parle, mais aux États-Unis, l'espace n'a pas été le sujet principal des politiques et même du grand public, puisqu'en moyenne, les sondages depuis le début de la conquête spatiale aux États-Unis donnent un gros 35-40% de gens qui s'y intéressent. Ça veut dire que c'est une minorité. Nous avons une vision NASA plein de paillettes où forcément les Américains sont intéressés par l'espace. Ben, pas du tout. Et d'ailleurs, les présidents dans les élections américaines n'ont jamais été élus sur un programme spatial. Kennedy, il n'a pas été élu pour ça, et Nixon encore moins. Donc, vous savez, quand on parle de Kennedy qui a fait la conquête de la Lune, quand il a annoncé le programme, d'aller sur la Lune et de revenir, d'envoyer un homme et de le ramener sain et sauf de la Lune, c'était contre son gré, parce qu'il fallait qu'il trouve une réponse aux soviétiques, mais comme il le dit lui-même dans des conversations maintenant qui sont maintenant peu rendues publiques, il y a des conversations édifiantes à la Maison Blanche où il dit, mais enfin, vous savez que c'est pas ma passion et que c'est des dépenses colossales et que le public il attend des réponses sociales, il trouve qu'on gaspille l'argent parce qu'il veut qu'on donne des choses sociales, ce qui était vrai. Kennedy ne fait que dire ça. Quand Nixon se fait élire, quand il accueille les astronautes d'Apollo 11, Nixon, il s'est fait élire sur la fin de la guerre du Vietnam, sur une politique sociale après les émeutes géantes des années 67-68. L'espace, c'est le cadet de son souci. Donc il faut savoir que ces images qu'on voit dans la presse font rêver les gens un court instant. Et puis on replonge dans le quotidien après. Alors voilà, donc le Gemini 6, Gemini 7, ça a été salué comme le premier rendez-vous dans l'espace, parce qu'ils ont maîtrisé à ce moment-là les techniques du rendez-vous spatial entre deux capsules. Donc c'est ce qui a marqué, vous voyez, donc c'est des sauts de puce, à chaque fois on fait des sauts de puce d'actualité, et finalement on ne parle pas beaucoup de ce qu'il y a au milieu. Et puis arrive Apollo 8. Alors Apollo 7, vous allez me dire, oui, mais on ne voit pas Apollo 7 qui est le premier... vol autour de la Terre. En fait, le premier vol autour de la Terre a été a pas été facile à la NASA à communiquer parce que les astronautes étaient de mauvaise humeur, ont été malades, ont fait leur espèce de rébellion à bord, parce qu'il y a eu une mutinerie à bord, une vraie mutinerie à bord. Les astronautes ont fait service minimum pour la com. Mais ça a frustré quand même les médias. Et du coup, Apollo 7 n'a pas été communiqué au-delà de ça. Par contre, Apollo 8, oui. Apollo 8 a été... les médias ont compris que c'était une véritable aventure d'aller visiter un autre monde qui était la Lune. Et Apollo 8 a été extrêmement bien couvert, d'autant plus que ça tombait à la période de Noël. Donc les grands clichés d'Apollo 8, c'est l'équipage, le fameux décollage de la Saturne V avec en arrière-plan le croissant de la Lune. Cette image incroyable de la Terre prise sur un premier plan lunaire. Alors pourquoi incroyable? C'est parce que on change de perspective. Donc tout ce qu'on a pu voir comme illustration dessinée par ces grands peintres qu'on a vus avant, enfin on l'a sous les yeux. Et puis, ça fait beaucoup réfléchir les gens. C'est une image choc parce qu'on s'est rendu compte, qu'est-ce qu'on voyait? On voyait un monde bleu, plein de vie, avec au premier plan un astre mort. Et ça a fait prendre conscience, vraiment une vraie conscience, avant l'heure, une espèce de conscience, on va dire écologique, ou en tout cas qu'on était un espèce de monde, d'une île perdue, d'une île de vie perdue au milieu de l'univers, un univers froid et glacial, avec une lune morte au premier plan. Cette image à elle toute seule a fait beaucoup pour faire prendre conscience aux gens à l'époque que la Terre était un corps unique dans l'univers. Et elle reste toujours aussi belle. Alors Apollo 9 a été une très belle réussite technologique parce qu'il y a eu 9 premières spatiales. Mais communiquer à toute vitesse, parce que ils avaient tellement de choses à faire, tellement de choses à vérifier, et c'était tellement dangereux parce qu'il fallait, on s'éloignait avec le LEM de la cabine Apollo pour la première fois autour de la Terre, on vraiment quittait la cabine Apollo, donc le LEM devenait un engin autonome, ils n'ont pas eu le temps de faire tant d'images que ça, mais
2 images principalement ont marqué le grand public dans Time Life et ont été repris après dans Paris Match. C'est le LEM tout seul, espèce d'araignée qui tourne autour de la Terre, et les astronautes ouvrant la porte de la cabine d'Apollo, faisant une sortie extravéhiculaire dans l'espace entre le LEM et la cabine d'Apollo. Voilà, et c'est les 2 grandes images qu'on a retenues. Alors Apollo 10, Apollo 10 a été très peu communiqué. Il y a eu 3 images de cratères et l'image de la cabine tournant autour de la Lune. Alors pourquoi? C'est parce que on retournait autour de la Lune. Et puis là aussi, ils avaient une mission très 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 dure à faire. Beaucoup de manœuvres en orbite, dont 2 survols à 15 km du futur site d'atterrissage de l'Apollo 11. Il s'éloignait à 240 km d'altitude de la Lune, il replongeait 2 fois vers la surface lunaire, ils ont eu des incidents, enfin c'était une mission qui était très très compliquée. D'ailleurs, au dire même à l'époque de la NASA, disait que ça sera du facile de se poser sur la Lune après cette mission-là. Franchement, c'est une mission compliquée et difficile à faire. Et ils ont merveilleusement réussi, mais ils n'ont pas eu le temps de faire des photos. Et arrive Apollo 11. Alors, qui est la mission politique par excellence, parce que finalement c'est la mission du pari réussi, on ne va pas revenir dessus, mais par contre l'aventure humaine a été surmédiatisée, des photos dans tous les sens, mais qu'on n'a pas vu non plus tout de suite. Alors la préparation du vol a quand même donné beaucoup de photos qui ont été publiées dans Time Life et dans tous les grands magazines où on voyait, par exemple, les astronautes, par exemple, pris devant un globe lunaire. Là, on voit au pied du LEM. Donc, on a montré tout le côté humain. Ils étaient pris en famille. Et les photos qu'on peut retenir, c'est surtout cette photo où ils sont pris au pied de l'échelle. Où ils sont présentés comme les futurs de la mission. Et puis, le décollage pris en gros plan de la Saturne V est pris en arrière-plan. Voilà, les gens ont souvenir vraiment de ça, parce qu'ils ont vu ces images. Ensuite, bien sûr, le premier pas. Alors là, tout le monde sait où ils étaient lors du premier pas. À l'époque, là, je le signale, et maintenant c'est un peu amélioré, parce qu'on a retrouvé des bandes magnétiques prises directement à la source en Australie. Donc on a maintenant des images un peu mieux, mais moi, quand je les ai vues, je me souviens, c'était vraiment fantomatique. Il fallait vraiment se convaincre qu'on voyait un homme marcher sur la Lune. Hein. Bon, c'était pas si facile que ça. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont assisté à l'événement en direct. Oui, non, oui. Bah oui, d'accord. Bon, moi j'étais jeune. Hein. J'avais tout juste 10 ans. Voilà. Bon, donc les gens ont vu ça, et puis les 2 images célébrissimes. Qui ont prouvé. Alors on les a pas vus tout de suite, hein, on les a vus que quand les astronautes bien sûr sont rentrés sur Terre. Mais ça a permis de faire une ressucée dans les grands magazines. Donc on les a vus 10 jours après dans tous les grands magazines, ont titré en couverture avec ces photos. Soit dit en passant d'ailleurs, c'est pas probant, mais dans celle-là, je crois que c'est celle où Aldrin tourne la tête dans son casque pour dire alors ça y est, t'as fait la photo. Voilà. Et puis, alors c'est la photo préférée d'Aldrin, mais aussi qui a marqué les gens parce que c'est le LEM, la Terre dans le fond. Donc là, il y avait un engin terrestre, la Terre dans le fond, et la surface morte de la Lune. Donc aussi, une photo iconique, vraiment. Et on passe à Apollo 12. Alors Apollo 12, le problème d'Apollo 12, c'est que, comme pour ceux qui le savent, c'est que la caméra est tombée en panne, la caméra TV. Donc il n'y a pas eu d'image en direct télévisuelle. Et puis, comme il n'y avait pas d'image en télé en direct, la NASA a eu la fausse bonne idée de faire jouer des acteurs à Houston devant une maquette du LEM avec des effets de ralenti. Et c'est entre autres de là qu'est née la théorie de la conspiration. Parce que ça a inspiré un film qui s'appelle Capricorn One. Est-ce que des gens ont vu Capricorn One ? Non, vous n'avez pas vu Capricorn One. Alors, vous regardez Capricorn One. Parce que Capricorn One, c'est le film qui a lancé la conspiration. Toutes les théories du complot et de la conspiration ont été lancées par ce film. C'est un film qui n'a pas trop vieilli et c'est assez haletant comme suspense du début à la fin. Je ne vous décris pas pourquoi, mais la théorie du complot est venue pour ça. Elle est venue de ça. Et elle est venue parce que Capricorn One s'est inspiré du jeu des acteurs. Et donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a eu, par exemple, pour Paris Match, comme il n'y avait pas d'image à montrer, ils ont demandé à Hergé de dessiner
de dessiner une espèce de bande dessinée rapide expliquant la mission. Parce qu'il n'y avait pas de photo, il n'y avait rien à montrer. Donc je ne sais pas si certains ont vu ce fameux Paris Match. Moi je l'ai gardé et on voit effectivement, en bande dessinée par Hergé, on voit la mission. Mais les photos n'étaient pas là. Et les photos sont arrivées beaucoup plus tard, n'étaient pas très belles. Enfin en tout cas les gens ont retenu. Deux, c'est une marche au loin avec le lemme derrière, avec le soleil, éclairé par un soleil sur le côté. Et puis cette photo où on voit l'homme et le robot. Voilà, l'homme et le robot. On a retenu ça. Apollo 13, pas de photos prises à bord. La seule chose qu'on s'est souvenu, c'est ouf, ils ont été sains et saufs. Alors, par contre, ça a été communiqué dans tous les sens aux radios et télévisions, mais il n'y avait pas d'image à montrer du tout. Et dans le monde entier, on s'est passionné pour l'événement. Et finalement, le seul cliché qu'on a retenu, c'est celui-là. Mais, alors c'était l'inverse, tout le monde en a parlé, et on n'en a vu globalement qu'une image. C'est le retour des astronautes sains et saufs sur Terre. Alors Apollo 14, c'était Apollo 13, donc on a eu deux images. Alors deux images principalement qui ont marqué les gens. C'est celle du vétéran Shepard qui marche sur la Lune, parce qu'à l'époque c'était pas joué, et il a été présenté comme le vétéran des astronautes qui a subi tout l'entraînement complet, qui a réussi à vaincre sa maladie, etc., etc. Et ça a été l'aventure humaine. Donc on a présenté Shepard comme ça, et on a une image qui a aussi beaucoup interpellé les gens, c'est les images surtout l'Amérique, des traces de roues à la surface de la Lune. C'est très américain, parce que le symbole de l'Amérique, c'est la voiture. Et alors, des traces de roues sur la Lune, ça vous semble normal aujourd'hui, mais à l'époque, cette image montrant des traces de roues, ça a complètement tétanisé les gens. Il y avait des traces de roues sur la Lune. Voilà. Alors, Apollo 15, c'est la voiture lunaire. Et les gens n'ont pas retenu grand-chose d'autre que ça. Les gens ont retenu en oral qu'il y avait la pierre de la Genèse, mais la pierre de la Genèse, les images n'ont pas été montrées tout de suite. Et d'ailleurs, il faut les trouver, les images de la pierre de la Genèse, parce qu'elles n'ont pas été montrées vraiment. Même si vous regardez le catalogue, pour ceux qui connaissent un peu le catalogue des images qui sont mises en ligne, pour ça, faut savoir où elle se trouve. Elle n'est pas si remarquable que ça. Par contre, on en a beaucoup parlé. Et puis les gens ont retenu deux images qui sont la Jeep sur le fond d'Adley et on a la base lunaire avec la Jeep d'un côté et le LEM et puis l'astronaute faisant le salut. Voilà, c'est ce qu'on a retenu. Alors on n'a pas abordé Apollo 16. Alors Apollo 16, à l'époque, désintérêt complet des médias. Alors d'autant plus que le site était inintéressant à souhait. Très plat. Les journalistes s'ennuyaient comme des rats morts à Houston. Il n'y avait rien à montrer. C'était déception sur déception parce que, en fait, on avait vendu à la presse qu'ils iraient explorer peut-être des anciens terrains volcaniques avec des cônes de cendres volcaniques, et en fait, il n'y a rien eu du tout. Et comme en plus, il n'y avait pas le côté spectaculaire des montagnes, je vais revenir en arrière, si je peux. Bon, c'est pas grave. Voilà. Il n'y avait pas le côté spectaculaire d'Apollo 15, on s'est vraiment très vite désintéressé d'Apollo 16, et Apollo 16 a été très peu couvert. Et Apollo 17 l'a quasiment pas été non plus. La seule chose qui a marqué les gens, un peu à Noël, c'était, parce que c'était juste avant Noël 72, c'était une photo montrant le drapeau américain avec la Terre, et puis Schmitt raclant le sol lunaire, c'est tout, point. Voilà. Donc Apollo, en fait, et si vous voulez, quand Apollo, les missions se sont arrêtées, ça s'est arrêté dans l'indifférence générale. Il y avait la guerre du Vietnam, il y avait d'autres sujets plus importants aux États-Unis à régler, et en fait, la presse, elle allait là où l'intérêt des gens, et c'était vraiment pas pour Apollo. D'ailleurs, si on revient un peu en arrière, Apollo 13, c'est bien montré dans le film, le fameux film éponyme. On voit une salle de presse vide. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai un bon copain, Bernard Chabert. La chance de sa vie, ça a été qu'il couvrait Europe 1 à l'époque, et il s'est retrouvé parmi les 4 journalistes au moment d'explosion.
dans le module de service. Et donc, il a été un des 4 à couvrir en direct l'événement pour Europe et pour d'autres chaînes. Parce qu'à l'époque, à Houston, par exemple, pour Apollo 13, il n'y avait personne. Vous voyez, donc le grand public, c'était plus vraiment son intérêt. Donc Apollo 13 a été intéressant pour le grand public parce qu'on sauvait des astronautes. Mais il faut dire qu'après Apollo 12, ça a été moins intéressant. Après Apollo 72, c'était moins intéressant. Alors on a retenu quand même une image célébrissime. Est-ce que vous l'avez vue, cette image? Vous la connaissez? Oui? Non, vous ne l'avez pas vue? Bon, alors on l'a vu publié. Dès qu'on voulait montrer la Terre de l'espace, voilà, c'était la photo de la Terre prise de l'espace, prise par Apollo 17. La voilà. Alors celle-là, elle a été publiée. Il faut voir. À un moment, on avait que celle-là presque à montrer aux gens. Skylab, très peu de choses. La seule chose que les gens ont retenue de Skylab et qui a donné une photo à publier de ce laboratoire, c'est parce qu'il y avait cette espèce de couverture jaune qu'on a mis, cette espèce de pare-soleil qu'on a mis pour protéger la station du Soleil. Et puis ça faisait un gros module qui tournait autour de la Terre. Comme les Russes ne montraient pas de photos de leur Salyut, eh ben, il y avait Skylab, au moins on voyait Skylab. Et ça a été une photo célébrissime qui a été publiée partout. Mais rien de plus vraiment. Ce que les astronautes ont fait à bord, ça n'a pas vraiment été montré. Ou alors ça a été montré dans des revues spécialisées. On les voit essayer le prototype du fauteuil spatial, par exemple. Mais bon, il fallait vraiment, à l'époque, moi, gamin, je lisais Science et Vie ou Science et Avenir. Et de temps en temps, on avait un article d'Albert Ducrot montrant les photos d'Alan Bean testant je ne sais pas quoi. Enfin, c'était vraiment pour public averti. Alors Apollo-Soyuz, par contre, ça a été très médiatisé parce que c'était la rencontre entre les Russes et les Américains en orbite. Voilà. Et donc ça a donné une photo célébrissime de la poignée de main en orbite. Alors, les essais de la navette spatiale, il faut savoir qu'il y a eu une longue période où il ne s'est rien passé, où les Américains ne sont pas allés en orbite. Donc globalement, de 1975 à 1981, il n'y a pas eu d'Américains en orbite. La NASA a eu du mal à gérer ça. La seule chose qu'elle a pu montrer aux gens à la télévision en direct, c'était les essais de largage à partir d'un Boeing 747 de la navette Enterprise qui faisait ses essais d'atterrissage au sol. Alors je ne sais pas si certains se souviennent de ça. Moi je l'avais vu en direct à la télévision à l'époque. C'était faute de mieux d'avoir une navette qui part dans l'espace, mais ça a été quand même spectaculaire parce qu'il y avait toute la belle histoire qu'on racontait autour. Et ça a été le décollage STS Columbia. Voilà. Donc le premier décollage d'une navette spatiale. Alors ça, on l'a bien vu celui-là. Alors on l'a vu et en vidéo, des vidéos bien meilleures que celles que du temps d'Apollo, et on l'a vu en photo dans tous les sens. Alors ça a été publié, surpublié, le retour, l'arrivée. L'arrivée, je vais revenir en arrière. L'arrivée, quand même, il y a eu plus de 200 000 spectateurs qui étaient sur place, Lake Edwards. Donc 200 000 spectateurs présents qui ont assisté à l'arrivée. Toutes les chaînes de télé dans le monde, on l'a vu, nous, en France, en direct. Vraiment, tellement c'était incroyable comme événement. Ensuite, l'espace est devenu routinier. Dès le deuxième vol de la navette spatiale, ça n'a pas été si important que ça. Il faisait que tourner autour de la Terre. Et globalement, il y a eu, 3 ans plus tard, le fameux l'homme spatial avec Bruce McCandless en 1984. Alors ça, cette image de l'homme spatial a été vue. Celle-là, vous la connaissez, je pense. Vous l'avez vue de nombreuses fois, oui. Oui. Ça a été vraiment là un choc aussi. L'homme dans l'espace tout seul, tournant autour de la Terre. Ça a été un grand événement très très médiatique. Ensuite, il y a eu une image qui n'était pas faite pour être en fait distribuée, mais finalement qui a plu à la presse parce que on a montré que la navette pouvait récupérer 2 satellites et l'astronaute, sans prévenir la NASA, avait préparé un sticker Forcel et finalement ça a beaucoup plu et ça a été montré partout. Alors que ça n'aurait pas dû être montré, mais ça a été montré.
Alors, il y a eu l'accident de Challenger que bon, certains ont vu en direct. Moi, j'ai vu en direct. Hein, j'étais à l'époque, j'étais aux États-Unis, je l'ai vu en direct. Les deux images clés, bah, les pauvres images qu'on a vues, c'est l'équipage avant, qu'on n'a pas vraiment vu avant, en fait, parce que c'était à quelques jours du survol d'Uranus, en janvier 86. Donc moi, j'étais au JPL et en fait, Sally McBride est venue au JPL présenter un peu sa mission qui avait lieu 4 jours plus tard. Donc c'est pas tout l'équipage qui est venu. Elle est venue se présenter son équipage et sa mission, parce qu'on venait de survoler Uranus, et puis ça plaisait à la NASA de donner le côté un peu vol habité qui arriverait un peu plus tard. Donc on nous a présenté à cette occasion l'équipage, mais c'était après le survol d'Uranus. Et la presse s'est emparée un peu du vol parce qu'il y avait une espèce de concentré de ce que l'Amérique avait en population, avec évidemment un noir, une prof, un ingénieur, un Américain d'origine asiatique. Enfin, c'était un melting pot intéressant qui a été très rapidement montré quand ils sont montés dans la navette. Et alors là, quand ça a été explosé, alors là, la photo a été montrée partout. C'est un exemple des héros de l'Amérique qui ont été montrés partout, avec cette fameuse image qu'on a pu voir soit comme ça, soit un peu plus allongée de loin. Ça ressemblait un peu une tête un peu à une forme de scorpion, pour ceux qui s'en souviennent. Voilà. Et puis, on a vu ça beaucoup parce que la NASA a été assez pudique et n'a pas montré grand-chose d'autre sur le moment à la presse. Et la presse a surtout parlé de l'événement humain. Le Space Telescope mis en orbite, on a retenu ça, de la mission du Space Telescope. Et le premier amirage à la station Mir. Alors, ce qui a intéressé les gens, c'est de voir la grosse navette et la petite station. Voilà. C'est l'échelle des deux qui était intéressante pour les gens de découvrir. Donc, on a vu ces photos publiées. Voilà. Et l'ISS, le premier équipage permanent. Et puis ensuite, on n'a plus vraiment entendu parler de l'ISS, parce que c'était pas si intéressant que ça. Et puis, Internet arrivait. Alors, Internet a tué l'image spatiale, paradoxalement, parce qu'on commençait à en avoir tellement que finalement, il n'y en avait pas une qui surnageait par rapport aux autres. Et on en voyait de moins en moins publié dans la presse, de moins en moins de reportages. Sauf quand il y a eu l'accident de Columbia. Alors là, on en a vu. Mais il faut s'imaginer qu'entre l'ISS, les débuts de l'ISS et l'accident de Columbia, il n'y a pas eu grand-chose de publié, vraiment. Parce que tout était déjà sur Internet. Voilà la photo iconique que vous avez vue partout de l'accident de Columbia. Voilà. Et une très belle image de la reprise des vols en 2005. Voilà. Alors, en 2003, Shenzhou arrive. Les Chinois arrivent déjà en 2003. Alors, comme il n'y a pas eu d'image prise en orbite, ça a été des communiqués de presse avec des reconstitutions. Mais un peu à la soviétique. Mais enfin, au moins, on a vu ces images publiées. Et puis, en 2018, alors ces incroyables images, alors là, celles-là, on les a vues. Je ne sais pas, vous étiez nombreux à les voir en direct, non? Qui les a vues en direct, celles-là? Vous? 2, 3, 4, on n'est pas qu'on monte. Enfin bon, donc cette image ahurissante des boosters revenant au sol. Voilà. Ça a marqué les gens, vraiment. C'était même moi, j'étais collé devant mon écran. Je ne dis pas possible de voir ça. C'est absolument ahurissant. Voilà. Et puis Starman dans son cabriolet Tesla, voilà, qui quitte la Terre. Alors Crew Dragon, en 2020, en soi, la mission n'est pas extraordinaire parce que c'est une mission, des hommes vont tourner autour de la Terre. Mais ce qui est amusant, et je pense que c'est ça que vous avez peut-être retenu aussi, c'est le côté design des combinaisons, design de la capsule. On change d'univers. Hein. Il n'y a plus le côté bouton avec les panneaux surchargés. Là, on est dans un univers très lisse, presque l'univers rêvé de ce qu'on rêvait en 68 avec 2001, l'Odyssée de l'espace. C'est-à-dire un univers spatial très dépouillé, des combinaisons très lissées, vous voyez, des sièges baquets. En fait, on est dans un univers de voitures, on peut le dire, c'est vrai, mais rien que ça fait le succès à cause de ça. Et puis voilà, regardez le design de la cabine qui n'a plus rien à voir avec les vaisseaux Soyuz d'autrefois, plein de câbles, d'antennes, de panneaux solaires. Là, on a un véhicule lisse, futuriste, mais c'est aujourd'hui qui rejoint la station orbitale.
Donc voilà, globalement, les images. Comment on peut résumer la conquête spatiale, le paradigme, comment il a évolué dans les yeux, dans nos yeux et dans les yeux des médias. Alors, notre vision de l'univers. Alors, il faut savoir que quand moi j'étais jeune, et quand d'autres étaient de la même génération, on n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Alors pourquoi? C'est que les belles photos d'étoiles restaient les domaines des astronomes. De temps en temps, quand vous alliez visiter un observatoire, vous aviez un beau tirage dans le hall d'accueil, et c'est tout. On ne voyait rien. Et rien n'était publié, ou très très peu. Donc globalement, on tournait autour des mêmes images. Donc cette très belle image prise en 58 de la galaxie d'Andromède par le mont Palomar. Voilà. Donc il y a cette image. Alors elle a été retraitée en 2010, ils ont repris la plaque d'origine, et celui qui l'a retraitée, qui est un très bon astronome, a dit que non seulement la plaque n'avait pas vieilli, mais finalement on la refait aujourd'hui, elle serait aussi bonne, d'aussi bonne qualité. Parce que l'instrument était aussi assez remarquable. Donc on avait ça, on voyait ça, publié partout, vous voyez. La nébuleuse de la tête de cheval, voilà, prise aussi en 56. Alors, prise en 56 par le mont Wilson, cette image de Mars, ce qui a été jusqu'en 68 la meilleure image de Mars qu'on avait. Donc, vous voyez, hein. Elle a été publiée partout. Là, moi, j'ai des amis de même génération. Là, celle-là, on la voyait publiée partout. Et quand vous vouliez montrer Mars, il n'y avait rien d'autre. Rien d'autre. Quand vous vouliez montrer Jupiter, c'était cette image de Jupiter et cette image de Saturne. Rien d'autre. Donc c'est pour vous dire la pauvreté qu'on avait. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y avait les illustrateurs. Parce qu'avec les illustrateurs, là, on pouvait voyager vraiment. Vous preniez une peinture de Pierre Mion, vous aviez Chessé Bonestel, bah, lui, il vous montrait, il vous laissait imaginer comment ça pouvait être. Mais au niveau image, il n'y avait rien. Voilà. Que ça. Quand Mariner 4 est passé en 65 près de Mars, eh ben, les images ont été très décevantes. Et si vous voulez, cette image-là a été publiée une fois, deux fois, puis ensuite on est passé à autre chose. Parce que elle n'est pas si extraordinaire que ça. Elle est pleine d'enseignements sur la planète Mars, peut-être. Enfin, même nous aujourd'hui, on la trouve pas si extraordinaire que ça. Vous voyez, donc elle n'est pas très détaillée. Ça ressemble à la Lune. Enfin, il faut s'imaginer que c'est pas fabuleux pour montrer au grand public. Alors par contre, il y a eu des images prises autour de la Lune par des sondes automatiques. Donc il y a eu ce qu'on appelle le cliché du siècle, qui a été nommé comme ça en 66, prise par Lunar Orbiter 1. Donc on voit un croissant de la Terre avec la surface de la Lune en noir et blanc. Et celle-là a été quand même publiée assez souvent en attendant la fameuse photo d'Apollo 8. Et la photo du cratère Copernic vue par Lunar Orbiter 2. Une vue de biais des montagnes lunaires. Parce que on était presque en train de marcher sur la Lune. Vous voyez, on avait une vue un peu des montagnes, une vue de biais, comme si on survolait la surface lunaire. Et ça a impressionné les gens. Alors vous allez me dire qu'aujourd'hui, on a du mal à distinguer. Vous voyez, en fait, le cratère Copernic, il est devant vous. Les montagnes centrales sont globalement devant vous, et vous avez le fond du cratère, c'est le versant opposé de son rempart, c'est les espèces de montagnes que vous avez au milieu. Et vous avez l'arrière-plan qui donne sur le vide de l'espace, c'est des montagnes en arrière-plan après le cratère Copernic. Donc il faut se mettre ça en tête, mais globalement, ça vous donne une idée un peu à quoi ressemble la surface lunaire. En 71, la sonde Mariner 9 a tourné autour de Mars. Et manque de chance, il y avait des tempêtes, il y avait une grosse tempête de poussière, et donc on n'a pas pu montrer une image globale de Mars au grand public. C'est pour ça que d'ailleurs, il n'y a pas eu de mosaïque d'images de Mars montrée au grand public. C'est pour ça qu'on a continué à montrer cette fameuse image prise en 1956 quand on voulait montrer Mars. Par contre, on avait des images prises de près. On voyait Olympus Mons, principalement le grand volcan géant de Mars, et une rivière martienne, une ancienne rivière martienne. C'est les deux images qu'on a vraiment retenues.
La découverte vraiment de la planète Mars en 69. Et puis, en 71, pardon. Et cette célébrissime carte, est-ce qu'il y en a qui l'ont vue, qui s'en souviennent? Non. Qui a été publiée, republiée, etc., où on montrait une carte des États-Unis pour montrer l'échelle du Grand Canyon Valles Marineris et les 4 grands volcans de Mars pour montrer à quelle échelle on se situait. Voilà, c'était ce qui était publié vraiment sur. Bah, alors celle-là, on l'a vu, moi je l'ai vu dans Science et Vie, Science et Avenir à l'époque. J'étais abonné à Sky and Telescope, on l'avait publié dans Sky and Telescope, etc. Donc vous voyez, c'était publié partout, mais pas grand-chose de plus. Vous voyez, même l'image que vous avez là, cette image-là, c'est une cartographie de l'USGS. On réinterprète la surface de Mars parce qu'il n'y a pas d'image globale. Voilà. Quand, en 73 et en 74, la sonde Pioneer est passée près de Jupiter, ben là, on a commencé à voir des images rapprochées de Jupiter. Pas très détaillées, mais en tout cas meilleures que celles des télescopes. Donc on a vu ça, on a découvert ça, avec la grande tache rouge. Et ensuite, vite, on a survolé Saturne. Et alors, cette image de Saturne, qui a été publiée partout, pourquoi elle n'est pas très spectaculaire, sauf, vous voyez que les anneaux, on a l'impression qu'ils sont vus en négatif. Parce que, en fait, le Soleil venait du dessous. Et on n'avait pas une vue normale des anneaux de Saturne. Et en fait, elle a été publiée parce que c'était tellement surprenant de voir les anneaux vus à l'envers, c'est-à-dire en négatif, que ça a permis de donner des commentaires sur les anneaux, d'expliquer un peu plus. Donc on a vu cette image publiée beaucoup parce qu'elle était étrange. Elle ne montrait pas Saturne comme on avait l'habitude de le voir, vous voyez. Alors, Mariner 10 est passé près de Vénus. Alors, au début, on avait 0 image de Vénus. Et cette image-là, alors vous avez à gauche l'image. Est-ce que vous avez un petit mouchoir? Parce que j'ai un problème dans l'œil. Ça serait possible d'avoir un petit Kleenex. Il faut que je. J'ai une poussière dans l'œil. Ça vous dérange pas? Un petit Kleenex, s'il vous plaît. C'est très gentil. Donc l'image de gauche, c'est l'image telle qu'elle a été publiée à l'époque par la presse, alors qu'en fait, quand on retraite bien le signal, on voit l'image de droite. Mais l'image de gauche est l'image célébrissime de Vénus qu'on a eue pendant bien quasiment 20 ans. On n'a eu que ça pour parler de Vénus. Hein, donc certains l'ont vu. Ah merci, c'est très gentil. Pardon, excusez-moi. Merci. Ah, mieux, merci. Et donc, Vénus, on a vécu avec cette image de Vénus pendant très longtemps. Alors, les Russes se sont posés en 1975 sur Vénus, justement, avec la sonde Venera 9. Et alors, celle-là, elle a été publiée partout. Et souvent, première page des journaux. C'est la première fois qu'on voyait la surface d'un autre monde, parce qu'on ne s'était pas encore posé sur Mars. Et c'était la première fois qu'on tentait un atterrissage sur une autre planète. Et là, les Russes ont fait un exploit. Ils ont ramené une image de la surface de Vénus. On ne verra pas les autres, vraiment, sauf dans les revues spécialisées. Mais au moins, celle-là a été publiée en première page des journaux. Certains l'ont peut-être vu en direct aussi, je ne sais pas, vous en souvenez, non, oui ou non. Mais en tout cas, on a vu celle-là. Et en fait, Viking s'est posé sur Mars en 1976. Alors là, Viking, ça a été montré. Alors pourquoi? Le vieux fantasme de la découverte de la surface de Mars était enfin montré. Donc ça, c'est les 2 premières images qui ont été prises par la sonde sur Mars. Et elles ont été montrées partout dans le monde, partout, dans toutes les couvertures de presse, de journaux, etc., à la télé, etc. Ensuite, il y a eu la première image couleur avec la fausse version et la bonne version, parce que la fausse version a été publiée malheureusement à la va-vite par la NASA et la presse s'en est emparée pour boucler les titres et ils ont publié avec le ciel bleu, alors que le lendemain ils ont publié avec les bonnes couleurs, mais c'était trop tard, tout le monde a publié avec le ciel bleu. Voilà, donc la polémique sur le ciel, la couleur du ciel de Mars, elle vient de ça. Hein. Et c'est pas n'importe quel titre. Vous voyez ici, c'est New Scientist, la grande revue britannique, enfin plutôt grand public, mais quand même scientifique, a publié la couverture avec le ciel bleu. Hein. Ensuite, une autre image de Mars a été montrée, toujours Viking, c'était les fameuses dunes de la surface de Mars, prises après le lever du Soleil, avec ce commentaire de la NASA, mais où sont les chameaux?
Voilà, elle a été légendée comme ça dans la presse, dans le monde, hein. Moi, je vous parle des images qui ont frappé le public. Donc, ça a été montré dans le monde entier avec la légende Mais où sont les chameaux? Voilà. Ensuite, vous avez la première tranchée prise dans la surface de Mars parce qu'on y cherchait les traces de vie. Et donc, là, on a creusé la surface de Mars. Donc, on a vu ça. On a vu deux images emblématiques ensuite, avant le coucher du soleil et le coucher de soleil. Et là, on a découvert coucher de soleil, le ciel devenait bleu, publié aussi partout. C'était au mois d'août 76. Hein, on s'était posé en juillet, donc on a continué à voir ces images-là parce que la NASA maintenait le suspense. Il y avait plein de choses à raconter. C'était nouveau de se poser sur Mars. Viking 2 s'est posé peu après la mort de Mao Tse-tung. Donc il y a eu finalement que pas beaucoup d'images. Les 2 premières images ont été montrées dans le monde entier. Donc pareil, le pied d'atterrissage et l'horizon pris, alors incurvé parce qu'on s'était posé sur un caillou, donc l'horizon a été incurvé à cause de ça, parce que la sonde s'est posée penchée. Les premières tranchées pour trouver la vie. 2 ans après, on a montré la gelée blanche sur Mars, près de Viking 2, ça montrait de la neige sur Mars. C'était publié comme de la neige sur Mars. C'est de la gelée blanche, hein, mais les gens ont compris que c'était de la neige. Voilà, bon, il neigeait sur Mars. Donc il y avait de l'eau sur Mars déjà. Et donc je vous donne les titres de la presse. Hein. La presse parlait de ça comme ça. Des images, enfin quelques images globales de la planète, qui existent toujours, hein, qu'on peut toujours voir d'ailleurs, hein, qui sont pas si mal que ça, parce qu'on les voit toujours publiées. Voilà. Les fameuses images d'Olympus Mons. Alors, l'image, un peu comme celle de Mariner 9 d'Olympus Mons vue de dessus, et une image, une peinture, qui a été prise d'après une image qui a été vraiment faite, une mosaïque d'images qui a été faite par la sonde elle-même. Mais comme ça manquait de tonus et de couleur, la NASA a demandé à un peintre de lui donner de la couleur. Donc, il en a fait une très belle peinture. Alors là, qu'on a vu aussi beaucoup publiée dans les presses, dans la magazine, etc. La fameuse tête du visage de Mars, alors qui a relancé la théorie du complot. Donc est-ce que celle-là, vous la connaissez cette image? Non? Oui, c'est très connu. Et puis, les fameuses rivières de Mars vues en haute résolution. Voilà. Et au revoir Mars. Ça n'intéressait plus vraiment la presse. Parce qu'on n'y avait pas trouvé de vie. Donc il y a eu, à partir de 1980, un grand blackout sur la planète Mars. Vraiment. La presse n'y est plus du tout intéressée. Aujourd'hui, Mars vous intéresse, le grand public, mais il faut vous imaginer que entre globalement 1979 et la reprise des vols avec des missions intéressantes vers 1997, on n'a quasiment plus parlé de la planète Mars. Hein, ça a été un grand blackout sur la planète. Alors, entre-temps, on a survolé Jupiter et Saturne avec Voyager 1 et Voyager 2. Donc, qu'est-ce qu'on retient finalement? Qu'est-ce qu'on a retenu de ces missions? Alors, pour Voyager 1 et Voyager 2, on a retenu des images spectaculaires de Jupiter. La Lune Pizza Io, qui a été publiée comme étant la pizza de l'espace. C'est comme ça que la NASA l'avait dit, et ça a été publié tout sur Io, la pizza de l'espace. Voilà, hein. Donc il y a du pepperoni, vous voyez, il y a des anchois. Mais vraiment, c'était ça. Hein. Dans la presse, c'était publié comme ça. Et une éruption du volcan. Finalement, pourquoi c'est une pizza avec des anchois et des pepperoni? Parce qu'en fait, il y a des volcans. Et cette image a été publiée quelques semaines plus tard, parce que ça a permis de faire une espèce de remontada sur le survol, parce qu'on a vu une explosion volcanique, enfin une éruption, mais bien sûr, à la surface de Io, qui a été mise en valeur par des fausses couleurs. Voilà. Et ensuite, Saturne. Alors, Voyager 1 et Voyager 2. Alors là, on a vu enfin la planète telle qu'elle pouvait être, avec des images spectaculaires. Mais on n'en a pas vu tant que ça. On a vu, les gens voulaient voir Saturne et son anneau. Ils l'ont eu. Voilà. Et les journalistes, ils n'allaient pas montrer l'anneau vu de droite, à gauche, en dessous, au-dessus. Les lunes, ça barbait les gens. On a montré une photo des anneaux pour montrer aux gens comment c'était. Voilà. On a montré donc Mimas, parce que Mimas, c'était à l'époque de Star Wars. Donc c'était l'étoile de la mort de Star Wars. Donc ça a été montré comme ça.
Hein, regardez, ben, ça existe vraiment, la preuve. Enfin, on l'a pas dit comme ça, mais on l'a comparé à l'étoile de la mort de Star Wars. Donc ça a relancé un peu l'intérêt du public. Et Titan, sur lequel tout le monde avait beaucoup fantasmé, sur lequel on pensait qu'il y aurait peut-être des océans liquides dont on ne sait pas quoi. Et finalement, on s'est aperçu que c'était une lune qui était entourée d'une brume mystérieuse. Et puis il y a eu un cliché très très beau d'un cliché d'au revoir de Saturne. On voyait un croissant de Saturne avec l'ombre de Saturne sur son anneau. C'est vrai, qui est une très belle image. Et puis, au revoir Saturne. Alors, il y a eu ensuite, en 86, la comète de Halley avec Giotto. Alors, il faut vous imaginer, alors moi j'étais là, c'était l'inauguration de la Cité des Sciences. Alors, à l'époque, l'équipe d'imagerie de la caméra a montré l'image de gauche. Vous voyez, l'image multicouleur. Pensant que les gens comprendraient ce que ça voulait dire en direct. On n'y a rien compris. Et même, ça a fâché les gens. Margaret Thatcher, qui avait toujours son sac à main prêt à dégainer, s'est même fâchée tout rouge. Et ça a eu un impact. Elle a dit, si c'est vraiment, moi je donne de l'argent pour ramener des images comme ça, je vous coupe le budget. Et elle a sabré une partie du budget du Royaume-Uni pour l'Agence spatiale européenne à cause de cette image idiote. C'est parce que c'était vrai que cette communication était idiote. C'était vraiment stupide de montrer ça, en plus en direct à la télévision. En fait, ils ont voulu se faire plaisir, je pense quelques chercheurs ont voulu se faire plaisir, et se sont fait plaisir en montrant ça, alors qu'en fait, on voyait ce qui est à droite. Sur les écrans de contrôle, les chercheurs voyaient effectivement bien le noyau. Donc imaginez cette erreur de com'. Et ça a fâché beaucoup de gens, dont des journaux, dont de la presse, donc on voit effectivement ces chercheurs brandissant l'image multicolore comme ça, auquel on ne comprend rien, et puis ça a été un flop médiatique. Complètement. Ils auraient montré la belle image du noyau tout de suite, on aurait compris de quoi il s'agissait, et que la mission était un formidable succès. Mais voilà, qu'est-ce que je vous dis, on ne refait pas l'histoire, c'est comme ça. Ça a été un bel exploit, et puis ça a été tout de suite Voyageur 2 qui est passé près d'Uranus. Alors Voyageur 2 qui est passé près d'Uranus, Uranus n'avait rien à montrer. C'est une grosse bille bleue sans détail apparent, et quand on forçait un peu le signal, on devinait la planète basculer sur elle-même avec une espèce de brume polaire. Vous voyez, donc il fallait vraiment se chercher pour voir quelque chose, et donc du coup le survol de Voyageur 2 d'Uranus n'a pas été très médiatisé, sauf une image comme ça. On a vu quand même Triton, la Lune n'a plus qu'à bosser de tout le système solaire. Voilà, ça a été l'image qui a racheté la mission, ça a été de montrer l'image de Triton, qui n'est pas un gros satellite, pas Triton, je dis une bêtise, c'est Miranda. C'est Miranda, la Lune n'a plus qu'à bosser de tout le système solaire, Miranda avec son chevron, et c'est une espèce de grande faille qui est haute de plusieurs kilomètres, de pas loin, je crois que c'est 7 ou 8 kilomètres. Voilà. Faille verticale. Et ça a permis de faire des grands titres de presse, et on l'a vu. Alors, Voyageur 2, pour Neptune, n'a pas été très médiatisé. Alors, pourquoi? Malheureusement, parce que, pour ceux qui s'en souviennent, au mois d'août, c'était quoi? Le grand événement, c'était l'ouverture du rideau de fer en République tchèque. Les convois qui passaient l'Allemagne de l'Est, les convois plombés rentrant des Allemands de l'Est qui passaient à l'Ouest dans les convois de trains plombés. C'était les premières manifs dans tous les blocs de l'Est, dans tous les pays, tous les pays communistes ont commencé à tomber les uns après les autres, et en fait c'était le grand événement, c'était ça. Voyageur est passé près de Neptune, malheureusement ça n'a pas été très communiqué, sauf 2 images de la grosse bille bleue mise dans la presse. Et Triton, la chance, c'est que on a vu 7 images de Triton en couleur, et c'est tout. Et tout le reste, c'était la chute du mur après, tous les événements qui ont donné la chute du mur de Berlin. Alors, en 1994, c'était en plein juillet, on a eu la chance d'avoir un événement qui, en temps ordinaire, n'aurait pas passionné plus loin que des astronomes. C'est l'impact de la comète Shoemaker-Levy sur Jupiter. Mais comme c'était l'été et que les gens finalement étaient en vacances et que finalement la presse était bien contente d'avoir des choses à se mettre, donc on en a beaucoup parlé. Est-ce qu'il y en a certains qui s'en souviennent? Oui, voilà. Bon, voilà.
En 95, une image a été célébrissime, a été montrée. C'est la nébuleuse de l'Aigle, elle est dite les piliers de la création. Donc celle-là, vous la connaissez par cœur. Hein. Et elle est effectivement très belle. Et là, elle a été révélée par la NASA et par l'Agence spatiale européenne. Ça a été une belle révélation et ça a permis de faire des très belles publications dans la presse. Alors en 96, il y a eu l'événement de la météorite ALH 8400I. Est-ce que certains se souviennent des annonces? Oui, bon. Et on a vu ces deux images du prétendu peut-être microbe vu au microscope électronique avec la météorite. Et en tout cas, ça a alimenté la possibilité qu'il y avait eu sur Mars une vie autrefois. Alors, 96, c'était l'année où on lançait Mars Pathfinder vers Mars, la sonde qui allait se poser sur Mars un an après, et la sonde Mars Global Surveyor qui allait orbiter autour de Mars. Donc ça permettait à la NASA en même temps de faire des effets d'annonce. Et donc on en a beaucoup parlé avec ces deux images. Alors Pathfinder se pose sur Mars en 97. Donc maintenant je pense que vous en souvenez. Certains étaient petits encore, non? Qui s'en souvient? Vous. Ah oui, quand même, il y a des jeunes qui s'en souviennent encore. Avec le fameux rover. On a vu, alors beaucoup, c'était très ludique, le premier petit rover, Sojourner, qui a arpenté la surface de Mars. Ça a beaucoup passionné les enfants. La communication a été géniale. C'était en direct sur Internet. Et alors, les images ont été beaucoup vues sur Internet et moins publiées. Donc là, on a vu un basculement dans cette mission où tout était en direct sur Internet quasiment. Donc les gens commençaient à se brancher sur Internet et à prendre des images. Ça a été le basculement d'Internet parce que on a commencé à mesurer des connexions en centaines de millions de connexions par jour. Le premier choc de l'Internet, ça a été les Jeux Olympiques d'Atlanta l'année d'avant, en 96, mais c'était un frémissement. Le vrai choc de l'Internet, de l'arrivée de l'Internet avec la communication par Internet, c'est vraiment Mars Pathfinder avec les tribulations de Sojourner, avec des mini-vidéos. Alors, on voit que les images, elles ne sont pas extraordinaires. Hein. Elles ne sont pas d'une résolution fabuleuse. Mais ce n'est pas grave. C'était vivant et ça marchait. En 2000, alors, grand titre partout, les fameux possibles écoulements d'eau sur Mars. Les fameuses goolies, des écoulements, peut-être, où il y a de l'eau qui coule encore sur Mars aujourd'hui. C'est deux célébrissimes images. On a vu publier, alors là, partout, même dans la presse, avec des effets d'annonce énormes. Mars Odyssey, quand Mars Odyssey a tourné autour de Mars, révélé la glace autour de Mars, on ne pouvait pas montrer la glace facilement. Donc en fait, la NASA a eu l'idée de colorer en bleu la possibilité d'existence de glace près des pôles, vous voyez, montrant qu'il pouvait y avoir de l'eau sur Mars. Et ça a été on a découvert de l'eau sur Mars. Là, c'était vraiment les gros titres de la presse et les gros titres des journaux. En 2003, Mars s'est approché au plus près de la Terre. Est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent? Ça faisait un gros point rouge dans le ciel. Hein. Et il y a eu ces deux spectaculaires images qui ont été prises par le télescope spatial Hubble. Et celles-là, on les a vues. Et qu'est-ce qu'elles sont belles. On a du mal à imaginer que c'est prise par un télescope depuis la Terre, mais elles sont très belles. Alors en 2004, Spirit s'est posé sur Mars. C'était la première fois qu'on voyait un atterrissage, parce que Pathfinder, on a vu l'atterrissage en direct, mais Internet n'était pas très au point. Les images sont arrivées un peu plus tard. Ce qui est bien avec Spirit, c'est que les images, on les a eues quasiment tout de suite. Enfin, une heure après, on a commencé à en voir beaucoup. Et donc, ça fait l'événement mondial à cause des images prises sur Internet. Donc on a vu ça très vite, au bout d'un jour, on avait déjà tout ça. Quelques jours après, on avait le grattage d'Endroche. On a vu cette image de la Terre dans le ciel de Mars. Une révélation. On voyait la Terre dans le ciel de Mars. Un coucher de soleil sur Mars bien plus beau que celui de Viking, vous voyez, avec toujours c'était halo bleu, mais là on avait ce soleil, c'était une image incroyable. D'ailleurs on dit que c'est une des plus belles images probablement de Mars jamais prises. Je ne sais pas si vous en êtes d'accord. Enfin, en tout cas, elle a beaucoup de succès. Elle est, en tout cas, aux États-Unis, elle est toujours, on lui donne toujours une des dans les 5-6 meilleures images de la conquête spatiale de la planète Mars. Opportunity qui s'est posée très vite avec les fameuses Blueberries, les fameuses billes, vous voyez, à la surface de Mars. Et alors, cette grosse annonce que les roches avaient été formées dans l'eau. Et avec deux images, donc le bras qui s'approche de la
pour faire ces mesures, et des images rapprochées où on voit cette fameuse roche El Capitan, dont on a beaucoup entendu parler, qui a révélé que la roche était fermée dans l'eau. Et donc, c'est qu'il y avait de l'eau liquide à la surface de Mars. Et donc, on en a parlé à cause de ça. Donc voilà ces deux fameuses images qui ont montré. Alors avant, on l'a reniflé depuis l'espace avec des grandes zones bleues vues près des pôles. Et là, on avait la preuve que la roche avait été formée dans l'eau sur Mars. Vous voyez donc l'eau a bien coulé sur Mars. Et en 2005, Cassini-Huygens. Alors moi, j'étais là pour l'atterrissage ici, parce que l'atterrissage a été en direct à la Cité de l'espace. Il y a eu une très belle image de Saturne vue de bielle pendant l'approche, et il y a eu, on l'a vu cette image, alors pas en couleur parce que le signal était assemblé en couleur après, mais on a vu en noir et blanc pendant la soirée, après l'atterrissage sur Titan, on a vu l'image rapprochée de la surface de Titan. La première fois qu'on prenait une image aussi loin, imaginez, enfin c'est aussi loin de la Terre, d'une image de la surface d'un monde inconnu qui était Titan. Alors, elle est floue, elle n'est pas très belle, mais on est loin, 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 loin. Et le temps que l'homme y pose les pieds, il faudra attendre longtemps, 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 longtemps. Et ça a été publié, revu, et c'est à elle-même, vraiment l'agence spatiale européenne a été vraiment, c'est une très très belle mission faite avec la NASA, mais le fait vraiment la dépose du module Huygens, ça a été un événement marquant parce que c'était l'Europe, c'était loin, c'était jamais tenté, et voilà, et on a le résultat. Alors en 2006, il y a la dégradation, enfin je sais pas comment dire ça, le demote je sais pas comment c'est comment est-ce qu'on dira ça, Pluton a été rétrogradé de son rang de planète, et on en a parlé tout l'été au mois de juillet 2006. Alors certains ont peut-être suivi la polémique, et la fameuse image, c'est voilà, Dr Binzel qui montre, qui explique pourquoi Pluton n'est plus une planète. Alors, il faut savoir qu'en plus, Binzel était contre le vote. Lui, il avait voté pour le maintien de Pluton. Mais comme il était le responsable du bureau qui devait expliquer aux choses, donc, Duralex Sedlex, il est obligé, contre son propre avis, d'expliquer à une presse qui n'y comprend rien pourquoi Pluton n'a plus son rang de planète. Alors, en plus, c'est un Américain qui doit débiner sa propre planète parce que Pluton est une planète américaine, parce que comme elle était découverte par Klein Tombaugh, c'était évidemment la planète, la seule découverte par les Américains. Donc imaginez la presse américaine qui s'est emparée de ça, ça a fait des gros titres tout le temps. Il y a eu cette fameuse semaine complètement folle où Pluton a été vraiment rétrogradé. Pour ceux qui ont vécu l'événement en direct à l'époque, la presse l'a beaucoup couvert en France. Il a fallu expliquer aux gens pourquoi c'était plus une planète, revoir les bouquins. Enfin bref, ça a été compliqué à expliquer. Voilà. Et on a gardé cette image-là de Richard Binzel expliquant voilà, il reste que ça comme image, mais enfin, ça a été le gros événement. Phoenix s'est posé auprès du pôle Nord de Mars et on a vu globalement que ça, le pied et une surface ultra plate sur lequel les gens ne comprenaient pas grand-chose. Alors en fait, vous voyez, ce sont des dômes de glace, un peu des dômes glacés, une surface. Il y a la preuve qu'il y a de la glace dessous, mais on ne peut pas le savoir tout de suite. En fait, c'est en creusant. Il y a eu cette fameuse image, celle-là qui a été publiée aussi, un peu après, où on a pris, avec la caméra prise au bout du bras robotique, on a pris une image sous la sonde et on voit cette glace un peu plus brillante, ces terrains plus lisses et plus brillants qui ont été soufflés par les tuyères des moteurs. Et on voit qu'il y a bien de la glace sous la sonde, de la glace assez vive, puisque c'est 98-99% d'eau, de terrain gelé. Vous voyez. Et quand on creuse la surface avec le bras, alors regardez bien, à gauche, on voit des petits cailloux blancs, vous voyez, dans la tranchée, je ne sais pas si vous les voyez. Et 2 jours après, ils ont disparu. C'est de la glace d'eau qui s'est sublimée à la surface de Mars. Donc c'est la preuve qu'on a trouvé de l'eau sur Mars. On l'a vu, là, pour une fois, on l'avait senti renifler depuis une orbite. On a pu trouver que les roches étaient formées dedans. Et bien là, on voit de la glace d'eau qui se sublime sous la chaleur du soleil et qui disparaît littéralement, qui se volatilise dans l'atmosphère de Mars. Voilà.
En 2009, la sonde LRO autour de la Lune a pris ces images des sites d'atterrissage Apollo. C'était une priorité pour la NASA. Non pas tant que c'était l'importance de la mission, c'était de caractériser des futurs sites d'atterrissage pour d'autres missions, mais c'est surtout, ils se sont dit, puisqu'on a un gros télescope en orbite, on va tuer dans l'œuf, on va finir par tuer enfin cette théorie de la conspiration, comme quoi l'homme n'a jamais marché sur la Lune. Et grâce à la caméra LROC, on a pu enfin voir les traces laissées par les astronautes sur la Lune. Donc vous avez à gauche la mission Apollo 11, donc on voit vraiment les traces avec le LEM, la base du LEM qui est restée sur la Lune, et on voit bien les traces qu'a laissé Armstrong en allant vers West Crater. Et on voit, vous avez pour l'image de droite, c'est Apollo 14. Vous avez le LEM d'Apollo 14, j'ai bien Apollo 14, non, je suis fatigué là, non, c'est non, Géophone, excusez-moi, non, c'est si Géophone, c'est 17, pardon. Oui, parce que je vois pas très bien aussi bien Géophone. Donc c'est 17. Et pour Apollo 17, eh ben on voit, y compris les traces de la Jeep, en grossissant un peu, en fait, on voit les traces symétriques des roues laissées par la Jeep lunaire. Voilà. Et ça a été montré vraiment par la NASA. Curiosity, alors est-ce que vous l'avez suivi en direct en 2012? Alors là, vous les avez vues forcément ces images en direct. Elles ont été montrées 20 minutes, une demi-heure après l'atterrissage sur Mars. Donc des images montrées à la télé et sur Internet et dans la presse. Voilà. Et les montagnes du cratère dans lequel il s'est posé. En 2013, alors là, on a beaucoup entendu parler de change et qui n'était pas facilement prononçable. Par contre, les gens ont retenu U2. La Panjad, qui était le petit rover chinois, un véritable exploit de la Chine, de poser du premier coup son atterrisseur et son rover, un exploit spatial vraiment, et une très belle réussite. Et ils ont su très vite le communiquer. Ils l'ont montré partout, sur Internet, dans la presse, on l'a vu publier. Alors Rosetta Philae a été montré. Alors ici nous étions nous ici pour l'atterrissage sur la comète Chury. On a beaucoup vu l'histoire du canard, vous savez, on l'appelait le canard de bain, enfin l'espèce c'est une forme de, vous savez, de canard qu'on met dans la baignoire, la comète, et on a vu une image. Une fois que la sonde s'est posée, parce qu'elle a rebondi à la surface de la comète, et on a vu cette image qu'on a eu du mal à comprendre, qui en fait c'est une image qui montrait l'espèce de surplomb de la surface au-dessus de la sonde. Mais ça a été un grand succès. Et le grand public n'a pas tellement retenu autre chose que ça. Parce que rien d'autre n'a vraiment été montré non plus. C'était sur Internet, après tout, les gens se connectaient s'ils voulaient. Dans la presse, on a vu quelques images, c'est tout. Alors, ce rôle de Pluton New Horizons, on a retenu ça. Et ça. Voilà, donc on a retenu la planète et son satellite Charon. Voilà. Et on a retenu l'image qui était transmise immédiatement après le survol et la planète vue à contre-jour avec son atmosphère éclairée en forme d'anneau. Voilà, ça, c'est ce qui a vraiment été publié. Le reste, c'était sur Internet, les gens allaient le voir. Alors en 2016, Juno est arrivé près de Jupiter et en fait, pas d'images ont été publiées. Il a fallu attendre quelques années pour avoir de belles images, enfin, avec un signal bien retraité, et par la NASA et par des gens du grand public, des amateurs éclairés qui ont publié le signal. Et donc en fait, c'est pour ça qu'on voit seulement les images sortir maintenant un peu dans la presse. Mais il faut s'imaginer qu'au moment où la sonde a tourné autour de Jupiter, est arrivée, il n'y avait pas d'images vraiment publiées. Maintenant, on commence à voir ces images arriver. Depuis 2 ans, 3 ans, on commence à voir de belles images assemblées de la sonde. Et en voici une très belle, une des plus belles. En 2020, Chang'e 5 a récupéré des échantillons de la surface lunaire et on retient donc 2 images, cette espèce d'unique image montrant l'horizon vu depuis la sonde et la capsule de descente avec le drapeau chinois montrant les échantillons chinois. Il n'y en a pas vraiment eu d'autres montrés et publiés. Mais enfin, c'était un tel exploit qu'elle se suffisait à elle-même.
Persévérance, bah, là vous l'avez vu cette année. Voilà, l'image juste après l'atterrissage. Prise le lendemain. Avec, alors là, ça a enflammé le réseau. On a vu donc le paysage, le rover en train d'être descendu, et puis on voit, ça a beaucoup frappé les internautes, le message secret caché dans le parachute. Est-ce que certains l'ont vu celle-là? Parce qu'elle a été quand même pas mal publiée. Non? Bon, bah, ça a été montré quand même pas mal. Il y avait le message secret caché dans le parachute qui était décrypté. Donc la NASA a exprès laissé une semaine pour que les gens le décryptent, et finalement, quand les gens ont trouvé, a publié le dessin à côté. Voilà. Et avec l'hélicoptère qui prend son premier vol. Alors celles-là, vous en avez entendu parler quand même. Celles-là ont été montrées vraiment. Et Zhurong a tenté son premier atterrissage réussi sur Mars. C'était le 14 mai dernier. Alors, très peu communiqué, sauf 2 images. Alors, pourquoi pas communiquer? Parce que d'abord, ils ont eu beaucoup de mal à faire remonter le signal. Ils ont attendu 90 minutes avant d'avoir un signal fort et clair, comme quoi, enfin fort et clair, d'avoir la confirmation que la sonde s'était bien posée sans casse. Et il a fallu qu'ils réajustent l'orbite de la sonde Tianwen autour de Mars pour pouvoir enfin assurer un débit correct pour les données. Donc, il a fallu attendre globalement 5-6 jours pour avoir ces images-là. Elles ont été publiées, mais trop rapidement, parce que bah, déjà, c'était presque de l'événement ancien. Et puis, on n'en a plus vraiment entendu parler. On en entend parler un peu de temps en temps, mais c'est vraiment sur Internet et dans les rues spécialisées. Voilà. Et cette image, le selfie. Alors, cette image, on la voit sur Internet. C'est le symbole de la réussite de Zhurong sur Mars. Et je l'ai exprès mise parce que vous l'avez quasiment pas vue. C'est le contrepoint. Est-ce que vous l'avez vue, celle-là? Ben non. Parce que bah, c'était trop tard et la presse, on est passé à autre chose. Or, ils ont fait un selfie extraordinaire. Donc, le rover s'est éloigné de son atterrisseur, a lâché une caméra, une petite caméra automatique. Elle a fait un selfie et ça s'était retourné sur Terre et ça a donné cette image. Ce n'est pas une fausse image, c'est une vraie image. Donc, ils ont été capables de faire ça sur Mars. Et je vous l'ai mise comme contrepoint d'une image non publiée. Vous voyez, où la presse, ça ne l'intéresse plus déjà. Alors, maintenant, rapidement, des images créées pour inspirer. Alors, de toutes ces images, quand on retraite bien le signal, on a des belles choses. Voilà. Donc, voilà. Par exemple, donc là, c'est du bel Apollo. Donc, je vous montre du bel Apollo et des belles choses que j'avais retraitées. Donc, voilà, Aldrin dans le LEM. Le premier pas d'Aldrin sur la Lune. Alors, en fait, le haut du LEM, vous voyez, a été pris par Armstrong, mais pas la partie supérieure droite. Pour refaire la partie supérieure droite, j'ai à la maison la chance d'avoir une très belle maquette du LEM du Smithsonian Institute, que j'ai reprise en photo, très détaillée, que j'ai prise en photo sous le bon angle et que j'ai intégrée au cliché original. Parce qu'Armstrong n'a pas pris le carré. Après la fenêtre, vous voyez la fenêtre qu'on voit illuminée de l'intérieur, il y a le moteur. Et ben, la partie où on voit l'antenne un peu et le carré avec un bout du réservoir à droite n'a pas été pris par l'astronaute. Mais c'est dommage, tant pis, ben moi je l'ai intégré dans l'image pour qu'on voit vraiment tel qu'Armstrong l'a vu. Donc Armstrong l'a vu comme ça. Alors ensuite, quand on va vite et qu'on retraite bien le signal, alors en fait la caméra, il y avait une petite caméra automatique qui était dans le LEM. Et moi je vous ai retraité bien le signal avec les vraies couleurs et ça donne ça. Voilà. Donc là, ils se prennent en photo avec le drapeau américain. Et voilà la fameuse photo dont j'ai fait la couverture de 2 ouvrages, l'une chez Talandier-Lamartinière et puis Apollo chez Flammarion, où Aldrin effectivement tourne bien la tête dans le casque et il regarde à Armstrong en disant bah, ça y est, est-ce que ton cliché est fini? Voilà. Alors, c'est plusieurs vues assemblées ensemble. Et Armstrong avait cette vision de la mer de la Tranquillité avec le LEM et Aldrin et le drapeau américain. Voilà. Apollo 11, voilà. Bien retraité.
Alors, c'est des images que j'avais faites à l'époque, parce que quand il y a eu le programme Constellation qui a été lancé en 2007-2008, la NASA m'avait demandé de tout un retraitement d'énormes images Apollo, de renettoyer les images, les assembler, etc. Pourquoi? Parce qu'il fallait montrer aux gens et au grand public intéressés au retour sur la Lune et montrer la surface lunaire telle qu'elle était vraiment, avec les couleurs, tous les défauts corrigés, en enlevant toutes les croix de positionnement des images, tout ça. Donc j'avais retraité très bien le signal et donc j'avais publié des panoramas qui ont été envoyés à la NASA. Ils ont fait avec le tour des États-Unis, présenté par des astronautes qui avaient marché sur la Lune. Hein, donc ça a fait tous les grands centres spatiaux américains. Et on s'est dit, c'est trop bête, et on va le publier en France. Et on en a fait un bouquin qui s'appelle Lune, qui devait être publié aux États-Unis, s'appelait Moon. Et en fait, la crise économique est arrivée. Et malheureusement, l'éditeur américain, c'était publié chez Abrams, n'a pas pu publier parce que tout simplement, le réseau de distribution américain était en rade. Donc tous les énormes magasins qui distribuaient tout simplement la presse ne prenaient plus de titres et donc il est resté traduit mais pas publié aux États-Unis. Mais c'est pas grave, au moins vous voyez les images. Puis en France, ça a donné Lune. À l'Apollo 12, toujours, on voit le chargement de la barre du plutonium de la station Alcep. Apollo 14. Apollo 15, hein, donc c'est tout simplement la vue depuis le toit du LEM. Parce qu'il y a eu ce qu'on appelle une quatrième EVA, c'est il y a eu une sortie par le toit du LEM et une vision, disons, exprès pour se rendre compte à quoi ressemblait la surface de la Lune vue depuis le toit du LEM. La surface de la Lune. Alors, les couleurs sont réelles. C'est-à-dire que suivant que vous êtes devant ou derrière la Lune, ou vous avez le Soleil devant, la Lune prend une teinte légèrement colorée. Alors, c'est plutôt bleuté quand vous avez le Soleil derrière vous, et plutôt un peu plus tirant vers les roses quand vous avez le Soleil devant vous. Enfin, bon, voilà. Devant Adler-Hill. Ça, c'est en escaladant le mont Adley. Alors, ils étaient à la limite de l'escalade. Hein. Ils n'ont pas pu monter plus haut parce qu'en fait, ils dérapaient avec leurs bottes et la Jeep lunaire n'a pas pu monter plus haut. D'ailleurs, on la voit dans le fond, derrière l'astronaute, vous voyez la Jeep. Elle n'a pas pu vraiment, ça dérapait trop. Le sol, c'est trop poussiéreux, ça ne grimpait plus. Voilà une vue un peu désolée de la surface lunaire. Voilà. Apollo 16. Alors Apollo 16, c'est une catastrophe à retraiter. 70% des images sont floues. La pellicule a très mal réagi au retraitement. Donc on a une pellicule qui sature sur les bleus, qui est complètement maculée parce que quand ils ont développé, il s'est passé quelque chose qui a fait que ça a rayé les films. Enfin, c'est une catastrophe. Apollo 16, en plus, les images ramenées sont vraiment des gros problèmes. Donc tirer du bon signal de ça a été compliqué. Voilà, de l'Apollo 16. Ah, c'est le même astronaute, hein, mais il a été pris 2 fois de suite. Apollo 17. Apollo 17. Alors ça, c'est près du sol orange. Hein. Il est derrière la Jeep. Vous avez en fait une espèce de monticule qui est un peu pyramidal derrière la Jeep. C'est là où on a découvert le sol orange. Voilà. Près du cratère Shorty. Vous avez le cratère Shorty au premier plan. Donc Schmitt en train de racler le sol lunaire. En fait, les gens a été publié, beaucoup a été montré la partie droite de l'image, mais jamais montré le panorama complet. Donc vous avez en fait, on voit la Jeep, on voit Schmitt en train de racler le sol lunaire, et au milieu vous avez l'espèce de boîtier, c'est la charge. C'est une charge tout simplement sismique qui n'a pas encore été activée, qui sera positionnée un peu plus loin, positionnée pour tester un peu la réponse du sol lunaire aux explosions. Alors, ils se sont approchés à un moment d'un amoncellement de roches qui avait dévalé
qui avait dévalé North Massif, et tout simplement parce que plutôt que de grimper au sommet d'une montagne pour voir de quoi elle est faite, on se dit on n'a qu'à s'approcher de gros blocs qui ont dévalé la pente sous l'effet d'un séisme lunaire. Et donc, en fait, on aura accès, en regardant la composition de ces roches, on aura accès au sommet de la montagne, ce qui n'était pas idiot comme raisonnement, et ça a très bien fonctionné, effectivement. Et donc là, vous avez Cernan qui est dans le LEM après la deuxième ou la troisième EVA, je ne me souviens plus. Enfin, en tout cas, ça vous montre l'état des combinaisons spatiales complètement maculées de poussière lunaire. Ils n'auraient pas pu faire une EVA supplémentaire. C'était compliqué de faire une quatrième EVA, vraiment. La poussière lunaire s'infiltrait partout, se grippait dans les fermetures. Enfin, ça menaçait vraiment même l'étanchéité des combinaisons spatiales. Et en fait, ils vivaient dans une espèce, comme disait Bean pour Apollo 12, le LEM, c'est comme une espèce de mine de poussière de charbon très très sale, très poussiéreuse, très sale. Le LEM, c'était ça à la fin de la mission. Voilà Mars, faite d'après les données altimétriques. Alors, recomposée d'après des images prises par la sonde européenne Mars Express, avec intégration de la sonde Mars Express devant, voilà, pour montrer un peu une belle vision de Mars Express tournant autour de Mars. Mars Express est une très très belle mission de l'Agence spatiale européenne qui a donné beaucoup de résultats, qui a donné des résultats remarquables en géologie, sur l'histoire de la planète. Enfin, c'est une mission qui n'apporte vraiment de très très belles choses, et en particulier, on a pu déterminer l'histoire de la minéralogie de Mars. Enfin, c'est vraiment spectaculaire comme résultat. Alors peut-être plus réservé aux scientifiques, mais quand même, il y a de très belles images. Vous voyez, ça c'est une vraie image prise par la sonde sur laquelle moi j'ai plaqué la sonde devant exprès. Voilà encore une belle image de Mars prise par la sonde Mars Express de l'Agence spatiale européenne. Alors ça c'est une des belles images prises par la sonde Viking de Mangalavalis. Donc on voit... alors cette image est un peu iconique parce que quand elle a été faite, à l'époque assemblée en mosaïque, elle a été montrée à tous les sénateurs américains pour leur vendre l'émission future. Que l'eau avait coulé sur Mars, et la preuve, c'est qu'il y avait des rivières, somme toute, avec des réseaux assez développés, et qu'il fallait y retourner. Et c'est ce genre d'image qui a convaincu certains sénateurs récalcitrants de voter les budgets pour les futures missions de Mars. Donc vous voyez, les images ont vraiment des impacts. Alors voilà, des images intéressantes. En fait, ce n'est pas des forêts, parce qu'on dirait des buissons. Je sais pas, vous avez l'impression peut-être de voir des buissons. En fait, non. Ce sont des trous dans la glace carbonique. Et des trous qui se forment en pulvérisant un peu de poussière martienne, sous forme, ça fait des pchuites qui partent sur le côté, et vu d'orbite, on a l'impression d'avoir des forêts et des buissons. C'est amusant, mais en fait, ce sont des trous avec des projections de poussière. Alors voilà, par exemple, l'eau qui a façonné la surface de Mars. Entre le gros cratère que vous avez en haut à gauche et, on va dire, le monticule qui est un peu triangulaire, qui est en bas, enfin aux 2/3 en bas à droite, vous avez un peu plus que la largeur de la Manche. Vous voyez, 25, 30, on va dire 30 km. 35 km. Donc vous voyez, c'est vraiment des écoulements spectaculaires sur des grosses largeurs. C'est comme si vous avez un mur d'eau qui a dévalé, érodé la surface de Mars. Et ça a donné des formations spectaculaires où on voit bien que l'eau a coulé sur Mars. Voilà un exemple aussi, par exemple, de falaise de glace prise au pôle Nord avec les sédiments glacés en contrebas. Là, voilà la calotte polaire sud de Mars, vue en orbite. Le Grand Canyon de Mars, reconstitué d'après des vues c'est une vue en fait recomposée, effectivement, d'après les données d'altimètre laser de la sonde Mars Global Surveyor. Il y a cette fameuse image-là que certains ont vue, non? Je ne sais pas si certains l'ont vue déjà, qui est une image qui a permis de vendre. C'est pas la peine de mettre vos lunettes, il n'y a pas de relief encore. Il y a
C'est une image qui a servi pour vendre, entre autres, qui a convaincu le Congrès de voter le deuxième budget de la deuxième sonde qui s'est posée sur Mars. Oui, je me dépêche. En 2004. Enfin, en 2000, pardon, qui s'est posée en 2004. Donc, c'était un vote en budget en l'an 2000. Voilà. Voilà. Donc, la surface bien recomposée de Viking 1, qui est prise d'image en noir et blanc, haute résolution, mais en basse résolution couleur. Donc, quand on assemble les deux signaux, ça donne ça. Vous avez le paysage de Mars en haute résolution couleur, voilà, coucher de soleil. Coucher de soleil avec de la brume dans le ciel. Lever de soleil, pardon. Avec, alors, l'été et l'hiver avec la gelée blanche. Mars Pathfinder, en fin de soirée. Le rover, Sojourner. Coucher de soleil sur Mars. Alors, tout simplement, les traces des roues laissées par le rover Spirit. Une vue du cratère Gusev dans le lointain. Donc, les montagnes sont à 80 km. Hein, c'est le rempart, à 80 km de là. Des vues polaires. C'est le rover Spirit, avec une vue polaire de tout l'horizon autour de lui. Voilà, du signal Spirit bien retraité, vous voyez. On voit les roches au premier plan. Alors, elles sont pas bleues, elles sont grises, les roches. Vous voyez. Oui. Opportunity. Alors ça, c'est le bouclier thermique, enfin ce qu'il en reste d'Opportunity. Il s'est retourné sur lui-même, s'est plié sur lui-même et on voit des ressorts au premier plan. Les traces de roue du rover avec le bouclier thermique à l'arrière. Voilà, des vues après au sommet d'un grand cratère. Pile de roches. Et alors, le soleil se couche, regardez à gauche, on le voit un peu à l'horizon. Et qu'est-ce qu'on voit arriver? Une petite étoile très brillante dans le ciel, c'est la Terre. Là, on creuse le sol, la mission Phoenix. Ça, c'est une vue que j'ai faite pour une présentation à la NASA. Donc, c'est le rover Curiosity avec son bras tendu. Voilà aussi une vue, un selfie bien retraité. Les traces de roue sur le sol, pardon. Voilà, des vues avec un peu. Alors, parfois la caméra est capable de zoom, donc elle faisait des zooms et puis le premier plan était net, mais l'arrière-plan est flou, donc ça donne une espèce de dimension dans l'image. J'ai trouvé que c'est assez spectaculaire à la montrer. Voilà, des traces aussi montrées dans les sédiments. Voilà, pareil, vous voyez l'aspect très minéral de Mars. Les roches ne sont pas bleues, elles sont grises. Mais vous voyez que on se croirait sur Terre, sauf qu'il n'y a pas de vie apparente. Mais vous voyez, c'est vraiment ça. C'est un monde extrêmement minéral, Mars. Le bras robotique. Une mer de dunes de sédiments. Coucher de soleil. Phoenix, non, excusez-moi, ça c'est Insight, au lever du soleil, voilà. Persévérance, bien retraité, du signal bien retraité, voilà. Les vraies couleurs de Mars. C'est la première fois que je les vois sur le grand écran, donc même je me dis, elles sont pas si mal que ça finalement. C'est vrai qu'à force de les faire, je les ponds au kilomètre, mais c'est vrai que là, je les couvre un peu comme ça. Moi-même, je les découvre. Voilà, donc j'ai fait des mosaïques qui ont été publiées dans la revue L'Astronomie, entre autres. Voilà, j'ai fait des mosaïques pour que les gens puissent se repérer. J'avais mis les altitudes des montagnes tout autour, etc. Voilà, donc ça, c'est un ciel. Alors ça, c'est compliqué à retraiter. C'est au lever du soleil, les vraies couleurs du ciel martien au lever du soleil. Vous voyez, voilà, ça ressemble à ça. Ces espèces d'estompées, de gradations, de rose, de gris, de mauve, voilà. Donc on est vraiment sur Mars au lever du soleil. Alors, j'ai fait beaucoup de retraitements des lunes de Mars. Voilà, j'ai beaucoup fait d'assemblage aussi. On voit les tailles des différents corps célestes entre eux. Voilà, j'ai fait ici Tchouri, voilà, en pleine éruption avec la sonde Rosetta à côté. Voilà, puis j'ai retraité, alors c'est du noir et blanc, mais j'ai dû le coloriser une fois pour montrer à des jeunes à quoi ça ressemblait. Et on voit, regardez, on voit à droite la sonde
la sonde Huygens, pas Huygens, qu'est-ce que je fatigue là. La sonde posée sur Philae, pardon, posée sur la comète Chury. Voilà un exemple pour le Galiléo. J'avais fabriqué aussi des images pour montrer la mission Galiléo près de Jupiter. New Horizons près de Pluton et Charon. Et une vue, parfois aussi, ça m'est arrivé de montrer, de régénérer des vues de planètes extrasolaires pour faire un peu rêver les gens. Ça m'arrive de temps en temps d'en faire. Voilà. Donc là, vous avez une grosse lune avec peut-être des conditions favorables à la vie, peut-être, qui tourne autour d'une planète géante de type Jupiter ou plus grosse, autour d'un soleil. Voilà. Alors là, regardez, donc, on est sur Mars, d'accord? En fin d'après-midi, attention, le soleil se couche. Il s'est couché, une étoile dans le ciel, fait avec des vraies images. Hein. Et vous êtes là. Et voilà. Alors maintenant, on va pouvoir utiliser vos lunettes. Vision de Mars en 3 dimensions. Vous échaussez vos lunettes? Tous? Il y en a qui ne les ont pas, on va attendre que les gens ont leurs lunettes. Alors, et leurs lunettes. Donc, c'est le bon, tout le monde les a? Oui? Ah, on y va. Est-ce qu'on pourrait baisser peut-être le spot devant parce que ça donne une lumière bleue et il faudrait mieux les voir peut-être moins sans trop de lumière qui donne dessus. C'est possible de baisser un peu la lumière ou pas? Bon, on fait comme ça. Alors, est-ce que vous voyez... Alors, œil gauche, œil droit, hein, on est d'accord? Oui? S'il y en a qui ne sont pas prêts, vous me dites. Oui? Est-ce que vous voyez le dinosaure? Est-ce que vous voyez San Francisco? Oui. Alors, maintenant, la technique, vous allez voir des images. Alors, je vais les passer très lentement. Vous focalisez sur le milieu de l'image. Et ensuite, parce que les yeux, parfois, peuvent avoir du mal à accommoder, d'accord? Donc, vous descendez, pas de panique. Si vous avez du mal à voir, vous bougez les yeux dans l'image et ça va venir doucement, d'accord? Alors, attendez, moi, je vais les mettre aussi, parce que sinon, je ne peux pas vous les commenter. Voilà. Donc là, vous avez Pathfinder, une vue prise par Mass Pathfinder. Donc vous voyez le premier plan avec les différents horizons, oui. Alors on va zoomer un peu. Voilà. Donc on voit, oui, le gros rocher qui est à droite, il est devant les montagnes, devant les collines. Hein. Voilà, le rocher devant. Okay, voilà. Oui. Alors, si vous avez du mal à faire le point, la mise au point sur le premier plan, regardez la roche triangulaire au milieu, hein, et vous descendez doucement. Oui? Ça va à peu près?
Alors, vous regardez au premier plan, c'est vraiment très fin, hein. Ce sont des roches qui ont été tellement érodées tellement longtemps par le vent martien qu'elles deviennent aussi fines presque que des lames de rasoir, vous voyez. Donc l'effet de la lame qui va vers vous est réel, hein. Un premier cratère devant un autre cratère plus grand derrière, vous voyez. Là, des roches cassées. Alors là, il faut faire la mise au point plutôt à l'arrière et remonter doucement, parce que sinon vous aurez du mal. Enfin, ça peut être compliqué, mais bon. Ça va? Ça tire pas trop sur les yeux? En fait, le secret, c'est qu'il ne faut pas être trop devant l'image. Comme tout à l'heure, je les ai vus, j'étais trop près. Il faut que dès qu'on est un peu plus loin, ça se passe mieux. Voilà, les fameuses billes d'hématite, les blueberries, hein. Les blueberries, les voilà. Dans le sable, dans le sable martien, voilà. Alors ça l'attire un peu sur les yeux parce qu'il y a beaucoup de perspectives. Faites la mise au point sur le milieu, en milieu à droite, et puis vous redescendez doucement, puis vous allez vers le fond de l'image. Sinon, vous allez avoir du mal si vous démarrez par le premier plan, hein. Parce qu'il y a vraiment une grande différence tout simplement de perspective entre un premier plan immédiat et un fond très lointain. Vous y arrivez doucement? Oui? Ah, vous êtes géniaux. Ça, c'est du persévérance. Hein, donc, c'est à partir d'images prises cette année. Voilà. Alors, l'intérêt de persévérance, c'est que les caméras de droite et gauche sont en couleur. Donc, pour moi, je peux arriver à assembler le signal. C'est pas plus mal, comme ça donne des vues finales en couleur tout de suite. Je corrige la parallaxe et voilà. Ouais, parce que oui, quand on voit les images sans relief, on a l'impression que les horizons se sont plaqués les uns contre les autres. Alors, regardez, il y en a beaucoup. Il y a des trous, des bosses, des trous, des bosses, hein, vous voyez. Pour aller à la colline dans le fond, regardez, il faut monter, descendre, ça n'arrête pas.
Donc vous êtes vraiment sur Mars, là. Hein. Alors celle-là, je l'aime beaucoup parce que, vous voyez, les pierres au premier plan, on dirait un mur comme un ancien mur qui s'est effondré. Un peu comme un vieux mur de maison qui s'est effondré. Bien sûr, c'est pas une maison, mais je trouverais ça intéressant. Puis vous voyez, on voit bien les aspects, des angles vifs. Ce qui est joli avec Persévérance, et dans le site lui-même, c'est que les roches sont parfois mélangées dans le sable. On voit enfin, des roches qui émergent. Et c'est très joli de voir ce mélange de pierres, de sédiments. Ça a beaucoup de charme. Je trouve que ça crée une dimension dans le site un peu presque romantique. C'est le Mars un peu dont on rêvait dans les romans de science-fiction dans les années 50. Vous voyez. Oui. Non, mais c'est fini là. Il y en a deux, trois. Voilà. Alors regardez, tiens, à droite, regardez au-dessus de l'ombre au-dessus de l'ombre du mât de la caméra. Regardez, on voit un trou entre les roches. Vous voyez? Voilà. Cette roche, on l'appelle le burger. Vous allez deviner pourquoi. Les traces du rover. Alors regardez, dans le fond, donc on voit un tout petit truc. C'est l'hélicoptère. C'est Ingenuity. On zoome dessus, voilà. Le voilà. Et merci de votre attention et merci à la Cité pour son excellent accueil et sa gentillesse. Et toute l'équipe technique, parce que sans l'équipe technique, j'aurais pu rien faire. Hein. Voilà.